Voilà. Qu'est-ce que... Vous êtes dans une salle climatisée, profitez-en, ça va durer 4 minutes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. 4 minutes, c'est quand même une grande place. Hier, on a connu je t'invite à t'asseoir sur le chat pour ça. Il y en a une ici. Tu veux, je postillonne, mais je prends des branches déshydratées en faisant un postillon parfumé à la chlorophylle. Par contre, c'est vrai que les chemises blancs, premier rang, ça risque d'être un petit peu... Parce qu'en fait, je sais pas trop. Et puis j'ai une haleine un peu lourde. Il y en a une là. Reste aussi. Merci. Encore deux. Ça vous dérange pas? Petit chat, machin, ça. Quand tu vas au mine, regardez le chat qui est là. Ça, c'est un chat pour aller sous les climatiseurs du mine. C'est pas acheté à H&M, ça. C'est plus tard, en fait. Je regarde encore les chats, ça peut être marré. Ah si, toi. Alors toi, c'est un chèche, toi. Toi, c'est un chèche. Toi, t'es de gauche, tu vas dans le off. Ok. Entrez, monsieur, dame, asseyez et posez vos fesses sous les chaises. La cohérence. Encore deux places là, une place derrière, super. Inside. Bien, ça va les gens, ils sont bien installés, tout ça, tranquille et tout? Ah, bien. 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 Alors, rapidement, moi aussi, je fais comme toi. J'envoie un petit peu d'histoire à ma mère pour toujours si c'est bien passé. Je lui dis, c'est pas encore passé en fait. Ça va bientôt passer, mais tant que c'est pas passé, en fait, c'est pas la peine de dire. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous mettez sur avion ou vous mettez sur silencieux, vous, perso? Avion. Sur silencieux, pour vous.
ça, c'est vraiment si j'ai des amis. Pendant le spectacle m'apprécie, ce qui est très ambigu en fait. Voilà. Bien! Eh bien écoutez, bienvenue à ce petit numéro de philosophie foraine. Les gens des fois sont un petit peu intimidés par rapport à la philosophie. Alors je voudrais vraiment vous mettre à l'aise, hein. On n'est pas ici quand même du côté un peu du Raphaël Enthoven et tout ça quand même, hein. Et du côté du Finkielkraut, hein. Philosophe forain, bonimoteur de métaphysique, dégravateur de concepts, pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. Donc tranquille quand même, hein. On va commencer directement avec cet accessoire de théâtre en fait. Je provoque le trouble. Les gens se disent que ce n'est pas un accessoire de théâtre, c'est une bouteille de vin rouge. C'est une bouteille de Côte-du-Rhône avec 80% de Grenache, 10% de Mourvèdre et 10% de Syrah, qui est un château terre forte, qui est en bio mais qui pourrait carrément avoir l'appellation biodynamique. Les gens disent c'est donc pas un accessoire de théâtre, la vérité quand même, comme ils nous en parlaient tout droit, c'est une bouteille de picrate, tu comprends? Et en plus, il va la boire devant nous, tu sais. C'est un poivreau, lui, en vérité. Non, c'est pas moi qui bois, c'est mon personnage. Ah, vous êtes au théâtre, hein, c'est une illusion. C'est une illusion. Hein. Rassurez-vous, hein, vous inquiétez pas sur ma santé. Hein. Ah non, moi, si je buvais ça, ce serait une catastrophe. Heureusement, c'est le personnage qui y va. Et tous les matins. Hein. Depuis le 6, hein, je ne sais pas l'état dans lequel il est. Moi, ça va, je le contiens, mais. Attention, hein, heureusement que j'arrive à dissocier le personnage et puis l'acteur. Hein. Bien, écoutez, on va procéder à l'ouverture de l'accessoire principal. Il faut que je fasse gaffe, hein, parce qu'avant j'avais une doublure lumière et depuis elle joue dans la cantatrice chauve. Elle était chauve avant, elle n'était pas cantatrice. Alors, soyez attentifs à ce qui va se passer, c'est déterminant pour la suite de ce numéro de Philo Foraine. Regardez. Tout le monde a bien vu? Je suis pas sûr, je vais recommencer. C'est très important ce que je fais là, je le fais par amour de vous. Hein. Mon personnage le fait par amour de vous en fait. Hein. Pourquoi? Parce que très souvent, je vous le disais, les gens sont intimidés par rapport à la philosophie. J'ai beau leur raconter que je suis philosophe, un bonimenteur de métaphysique, décorateur de concepts. Les gens ils flippent un peu leur race et tout, ils disent ah, la philosophie quand même c'est très compliqué. C'est des enchaînements de concepts comme ça, de concaténation intellectuelle extrêmement rigoureuse. Il y a des enchaînements argumentaires, il y a un achèvement avec une démonstration à peine elle est finie, qu'on engage une nouvelle démonstration avec un nouvel enchaînement, avec des nouvelles concaténations rationnelles. C'est super dur à piger. De temps en temps, en fait, ce serait tellement sympa si on pouvait avoir une pause pour méditer et réfléchir. Cette pause, je l'ai mise au point, je l'ai appelée rupture à caractère pédagogique. Quand je fais ce mouvement-là, qui est donc la rupture pédagogique, vous en profitez pour réfléchir sur ce que je vais raconter. Ça va? Je l'ai mis au point quand j'enseignais à l'éducation nationale. J'ai eu un petit différent avec mon inspecteur d'académie, j'ai enseigné 10 jours. Depuis, j'enseigne plutôt dans des lieux comme ceux-là, avec un public comme vous. Ça, c'est important. Deuxième élément qu'il faut que vous sachiez avant que nous ne commencions, quand même, et c'est aussi très précieux. Vous savez, peut-être en philosophie, on procède toujours en 3 étapes. Il y a des choses qui se font par 2, il y a des choses qui se font par 3. Les choses qui sont par 2, par exemple, vous le savez bien, c'est les gendarmes, ils sont toujours par 2, c'est les témoins de Jéhovah, toujours par 2, testicules aussi, ils sont toujours par 2. Très bel synonyme si tu veux. Mais en philosophie, on travaille plutôt par 3. Toujours 3 étapes en philosophie. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Première étape en philosophie, c'est ce qu'on appelle habituellement la fameuse thèse. Et lors de la thèse en philosophie, qu'est-ce qu'on fait? On se chope un sujet comme celui-ci. Bon, tu le vois, tu l'as pas au bac, hein, celui-là, on est d'accord. Tu te chopes un sujet comme celui-ci, vaut-il mieux baiser comme un lapin ou méditer en tibétain? Et un sujet tel, en fait, eh ben, tu vas le traiter dans la thèse en mobilisant des auteurs.
Ainsi, par exemple, ici, je ferai appel à trop des mecs, peut-être un mec, genre par exemple le mec qui s'appelle Aristippe de Cyrène, philosophe, 4e siècle, avant Jackie Chan. Vous connaissez? Non, pas Jackie Chan, vous connaissez Jackie Chan. Mais vous connaissez Aristippe de Cyrène? Vous pouvez ne pas connaître Aristippe de Cyrène et cependant continuer à vivre, donc pas d'inquiétude. Je ferai appel aussi à un autre mec, mais vous le connaissez, le mec qui s'appelle Arthur Schopenhauer. Ils connaissent Schopenhauer, hein? Il a monté une chaîne d'épicerie, Shopee. Vous connaissez peut-être mieux la chaîne d'épicerie que l'œuvre philosophique de Schopenhauer. Je ferai appel aussi à un 3e auteur, alors vous devez le connaître quand même, hein. Vous notez qu'on est quand même pas mal dans le grec ou dans l'allemand. Hein. Les philosophes en général sont grecs ou allemands, et en général ils sont morts. Hein. Le grand crédible philosophe, c'est qu'il est allemand, grec et ou mort. Donc BHL. Laisse tomber. Et le 3e, selon lequel que je vais te causer, bah, comme par hasard, il est mort, il est allemand, donc c'est un philosophe. Et le mec, alors vous le connaissez sans doute si vous êtes amateur de Scrabble, c'est le seul mec qui a 5 consonnes qui suivent. C'est le fameux Frédéric. À vos souhaits. En effet, c'est lui, sauf que tu vas te faire baiser parce qu'au Scrabble, si tu mets un nom propre, tu l'as dans l'os. Donc ça, c'est la thèse, tu vois. La thèse, je vais traiter de cette question en mobilisant des auteurs. Mais en philosophie, il n'y a pas qu'une partie qui s'appelle la thèse. Aussitôt après, on engage un rapport critique avec les auteurs. On ne se contente pas simplement de les citer comme si c'était la vérité révélée, mais on n'hésite pas à engager la polémique, à déconstruire la pensée de l'auteur, à avoir un regard critique à son égard. Et c'est la raison pour laquelle en philosophie, après la thèse, et la place pour la 2e partie qu'on appelle habituellement la fameuse antithèse. Je vois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont allés au-delà du collège. Ici, c'est l'antithèse. Alors, l'antithèse, vous aurez droit à la parole, messieurs, dames. Vous pourrez vous en emparer, vous pourrez intervenir, témoigner, construire une polémique, que sais-je encore. Je prendrai toutes les questions et y répondrai avec le maximum de mauvaise foi. Mais, en philosophie, comme je vous l'ai dit, il y a la place aussi pour une 3e partie, vous le savez sans doute. Après la thèse, où on énonce des auteurs. Après l'antithèse, où on engage un regard critique avec les auteurs. Et la place pour la 3e partie, qu'on appelle habituellement la fameuse. Oui, foutaise, ici, hein, et la foutaise, c'est quoi? C'est le moment, en fait, où nous nous retrouverons tous dehors pour continuer de philosopher en partageant le pot de l'amitié. Enfin, précisément, vous partagerez la bouteille. Donc vous avez intérêt à comprendre très vite, parce que moins vous comprenez vite, plus il y aura des ruptures pédagogiques. Plus il y aura des ruptures pédagogiques, moins il y aura à voir à la sortie de la cour. C'est ça que j'essayais d'expliquer à l'inspecteur pédagogique. Vous savez, les mecs, ils ont plus envie de se comprendre pour s'arsouiller pendant la pause entre, tu vois, entre 11 et 12 avant que le 20. Ça? Vous avez compris comment ça marche? Non. T'as pas compris. Boire un coup. T'as besoin de réfléchir et t'as besoin que je fasse une rupture avec caractère pédagogique. Je la fais pour toi. Je travaille par amour. Bah écoutez, on va engager le sujet du dimanche. C'est le sujet du dimanche. Dimanche, c'est les machins à la télé, tout ça. France 2, c'est le quart d'heure curé, quart d'heure barbu. Bah là, je fais un petit quart d'heure bouddhiste. Tu vois, dimanche, vous y avez droit. Je vous fais une couillonnade sur la religion, tu vois. Mais avant, quand même, parce que vous êtes lecteur de Télérama, mais vous, quand même, vous pensez un peu au cul, quand même. Avant, je vais un peu réfléchir là-dessus, tu vois. Vaut-il mieux baiser comme un lapin ou méditer en tibétain? Grave question, quand même, grave question. C'est posé le premier mec selon lequel que je vais te poser. Je t'ai donné son nom tout à l'heure. Un mec qui s'appelle Aristippe. Et Aristippe, il vient de Cyrénaïque. Cyrénaïque, c'est l'actuelle Libye, tu vois. Et le mec, tu vois, on est au 4e siècle, donc avant Johnny Cash. Et il dit, moi je ferais bien de la philosophie, ça peut être intéressant et tout, je pourrais passer à la télé avec BHL et tout. Sauf qu'il y a un peu une difficulté quand même, il y a un créneau un peu difficile. Parce qu'à l'époque, en fait, la philosophie, elle est trop confisquée par un mec, tu le connais sans doute, mais qui s'appelle Platon. Oui, très bien, merci, tu connais Platon. Elle vient de Langres. Le Platon de Langres, en effet. Les gens sont pas au top au niveau de la géographie. C'est pas grave. Hein. Et donc il y a un mec, par exemple Platon, tu vois, avec Platon, après le mec il écrit de la philosophie. Et alors lui il est hors de question, comme il dit, sur le plaisir, sur la jouissance, sur le désir amoureux. Hein. Trop le mec qui donne comme définition de la philosophie que philosophie c'est apprendre à mourir. C'est dur, quoi, tu vois. Remets-toi en tête quand t'es en terminale. En terminale, t'arrives en classe de philo, tu sais.
t'es ravagé par les phéromones, par la testostérone, t'en peux plus sa mère. Le mec, il arrive, prof de philo, t'en termines littéralement plus. Tu vas l'avoir 8 heures et il commence à prendre des cours. Philosophie, c'est apprendre à mourir. Alors que toi, t'es un peu comme ça en pensant à l'infirmière du bahut, tu vois. Dur, tu vois, c'est dur, putain, je vais pas ça, tu vois. T'arrives pas à gérer, tu dis, c'est quoi ce putain de coup de bromure 8 heures par semaine, tu comprends? Et mon Aristide, putain de galère quand même, la philosophie est monopolisée par un philosophe qui nous dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, que la grande affaire du philosophe, c'est mourir à son corps et en finir avec les désirs qui nous rattacheraient à la chair, à la matière et au monde sensible. Putain, il dit c'est trop dur, mais malgré tout, il dit Aristide, putain, sa race, je traduis du grec ancien. Putain de Sarassos. Putain, sa race, il dit je vais essayer comme de tout faire, moi, pour valoriser le désir. Et c'est la putain de galère que de chercher à valoriser le désir qui me conduit au plaisir. Pourquoi? Parce que le grand adversaire qui s'appelle Platon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire la chose suivante, il dit oh les mecs! Les mécos. Bien de mécoy. J'essaie de m'adapter à ce que je suis. Je redoute en fait, tu vois. Oh les mécos! Sans déconner, arrêtez de déconner, quoi. Amiconos. Arrêtez de déconner quand même. Il dit, les gens qui se laissent aller au plaisir, écoute le mot, les gens qui se laissent aller au plaisir, ils se laissent aller au plaisir. C'est vachement important, t'as pas mesuré le truc. Le mec il dit, allez ce soir, je me laisse porter par le plaisir. Je me laisse porter, mais où elle est? Où elle est ma liberté? Celui-là qui est guidé toute sa vie par le désir, dès lors qu'il est guidé par le désir, dès lors qu'il suit son bon plaisir, tient-il encore la barre de son gouvernail? Et donc l'analyse de Platon est très simple. Il nous dit ceux qui veulent se contenter de suivre l'objet du désir dont ils estiment qu'il conduit au plaisir, ceux-là, en tant qu'ils sont guidés par le plaisir, ne sont pas guidés par eux-mêmes et abolissent toute liberté. Oh, est-on encore un homme digne de ce nom quand on renonce à sa liberté? Demande, Herr Professor Platon. Nein! Nainos. Putain, la grosse galère de notre ami Aristide, c'est de dire arrêtez de penser ça, arrêtez de diaboliser le corps, arrêtez de concevoir que le corps est cet esclave qui s'agit d'écraser par la volonté. Le corps, il a peut-être aussi une disposition, que sais-je, à la grâce, à la sensibilité. Pourquoi la sensibilité serait-elle le propre de la volonté, de l'âme? Peut-être que le corps peut être rendu, au fond, à son génie propre. Peut-être que le drame, c'est quoi? C'est qu'on ne fait pas assez d'éducation corporelle. Tu vas en cours de maths. Va pécho. Tu fais un cours de maths. Ton corps est le grand absent. Tu tires des droits, tu fais des cercles, des ronds, machin. Où il est le corps? Où il est? Où il est le corps en maths? Mais il n'est pas là le corps. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et au fond, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Aristide, il nous dit, mais c'est ça notre drame, c'est qu'en fait le corps a toujours été le grand oublié. Et de la même manière qu'il y a une éducation intellectuelle qui peut se faire, il devrait y avoir aussi une éducation à la sensualité. Il devrait y avoir des cours de gourmandise, des cours de plaisir, des cours d'initiation à la volupté, tu comprends? Donc c'est ce que j'avais essayé d'expliquer aussi à mon inspecteur d'académie. Enfin, exactement, la maladresse, c'est que je l'avais expliqué en fait à sa fille dans le cours. Et là, bon, ça a vraiment... J'ai été mise à pied un tout petit peu plus longtemps que Alexandre Benalla. Tu vois le truc, hein? Et donc tout le travail d'Aristide de Cyrène, c'est de dire qu'écoutez, les petits poteaux, ce qu'on va faire, on va essayer de faire en sorte la chose suivante. C'est qu'en fait, notre corps est le grand oublié, le grand absent de la civilisation. Il est toujours méprisé au nid. Et en fait, plutôt que de jouer avec deux touches, qui sont des touches brutales, grossières, et bien en fait, on va élargir la gamme du piano des sensations. Et plutôt que d'apprendre des arts ou des techniques, on va apprendre le premier art qui est l'art de vivre. Et le premier art de vivre, en quoi consiste-t-il d'abord? À savoir caresser la gamme de la volonté.
Et il a vraiment essayé de mettre ça en place, Aristide de Cyrène. Il a considéré que rien n'était plus important dans l'existence que de faire en sorte que je multiplie les plaisirs, et si possible les plaisirs les plus intenses. Alors des fois vous baisez comme un lapin, pourquoi? Parce que vous vous sentez coupable de baiser, vous voulez débarrasser d'une chose qui vous paraît un peu honteuse. Et Aristide lui dit, libère-toi des retenues morales. Lorsque tu auras compris qu'il n'y a rien de sale, tu dureras plus longtemps que le lapin. Et ça s'apprend. Il faut des heures de pratique. Il faut des TP avec un prof expérimenté. Et grâce à ça, enfin, tu pourras passer du lapin au paresseux. Du lapin au... récocifré, peut-être. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Libérer les inhibitions morales, parce qu'il nous dit aussi, Aristide, le truc c'est quoi? C'est d'oser apprendre à jouir, et pour oser apprendre à jouir, il faut faire péter les verrous moraux et les verrous de la civilisation qui nous retardent toujours le plaisir de jouir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parmi vous travaillent. Moi je connais des gens qui travaillent. J'étais appelé à témoigner pour des gens qui travaillent, parce que c'est un désastre. Ils travaillent toute leur vie pour se payer des vacances, dans desquelles ils veulent prendre du plaisir. J'en conclus donc que quand ils travaillent, ils ne prennent pas de plaisir. Après, ils ont la retraite. Mais ils ne peuvent plus prendre de plaisir. Toute notre organisation sociale, elle est faite par la jugulation et la retenue du plaisir. Et tout le travail d'Aristide, c'est de dire, fais péter les verrous qui te bloquent dans le rapport au plaisir, libère ton plaisir, et fais en sorte que la vie soit une fête. Et pour ça, il faut vraiment travailler sur la désinhibition. Il faut en finir avec les retenues qui sont les retenues morales, les retenues d'une vie qui est tout entière tournée vers le renoncement, vers la performance au travail, etc. Tu vois ça? Libère un peu ton désir, allez, va au bout de plaisir. Vas-y. Il y aura la foutaise. Peut-être qu'il y aura une quatrième. Tu le piges, ça? Bon, les gens, je sais ce qu'ils disent. Les gens, ils disent, oh, ok, et tout, quand même, on aimerait quand même un peu avoir des preuves et tout, parce que trop cuillard, quand même, la grande jaffe ouverte et tout. Ça se trouve, il enfume le micheton, qu'est-ce qu'il nous prouve qu'il nous raconte pas que des conneries? On aurait quand même vérifié sur source, parce que quand même, trop, quand même, le mec, il désosse une Mercedes, et ils vont les peser tachés à des gitans avec un marge de bénéfice 30%, quand même, comme ils nous causent et tout ça. On aimerait vérifier sur source, on voudrait avoir des références précises sur ce qu'il en est de la pensée d'Aristide. Ça tombe bien, messieurs, dames, ça tombe bien. Parce que rien que pour vous, ici, à la maison Yves de Chiffres, je suis venu... Ah oui, si Yves des Chiffres, c'est parce qu'il a du mal à écrire son prénom. Je suis venu ici avec un petit sac poubelle. Et les gens sont très interloqués. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac poubelle? On va la refaire et vous allez être spontané. Et les gens sont très interloqués. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac poubelle? Et si ça se trouve, c'est par exemple des pièces à conviction supplémentaires pour relancer l'affaire du petit Grégory. Mais non, c'est pas la Bologne ici. Hein? Il y en a peut-être d'autres qui sont pas dans ces drôles, mais pour l'instant on n'a pas fait l'enquête. Non, dans ce sac poubelle, en fait, messieurs, dames, il y a des petits livrets de philosophie foraine. Dans ces petits livrets de philosophie foraine, et les extraits de philosophes, ce sont les cas que je te cause. Ainsi, je vais procéder à l'ouverture du sac. Et après avoir ouvert le sac, je vais te distribuer des livrets, vous en aurez un chacun, j'espère, et vous pouvez vérifier qu'est-ce que je raconte sur Aristide, c'est vrai. J'espère qu'il y en aura assez par personne. S'il n'y en a pas un par personne, et si vous êtes avec quelqu'un avec lequel vous accouplez habituellement, vous me le dites. J'en donne un pour deux. Si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel habituel, plus votre partenaire illégitime, amant ou maîtresse, parce que vous espériez que la lumière allait être tamisée, que vous alliez vous bloquer. Désolé de vous raconter qu'on est en pleine lumière, mais bon, quand même, tous les trois, vous me le dites. À haute et intelligible voix, afin que je puisse en donner un pour trois. Toujours d'économiser. Je vais procéder à l'ouverture du sac. Je le sais, vous êtes des grands lecteurs de Télérama, vous aimez le spectacle engagé, mais vous ne reculez pas devant des scènes qui sont à caractère érotique. Alors, envoie la bande son, s'il te plaît.
Toujours je pense à ma mère à ce moment-là. Ah oui, si tu veux. Ah, je suis trop grand. Comme tu veux, comme tu le sens. Waouh, sans déconner. Putain, j'adore Avignon, quoi. Il est là, je le distribue. Vas-y, régale-toi, prends. Vas-y. Voilà. Vas-y. Tant que je ne te dis pas de l'ouvrir, bien sûr, tu l'as compris. Tu l'as fait. Vas-y, voilà. Voilà. Encore deux. Très bien. Vas-y, voilà. Encore trois. Vas-y, voilà. Ah bon? Elle a dit, elle aussi, je suis là, elle a dit comme toi, un pour deux, mais elle n'a pas dit avec le même ton que toi, c'est tout. Hop là, attention, là je vais faire des projections faciales. J'ai un beau déroulé du cerveau, j'ai fait 4 ans d'internat quand même des garçons, donc attention. Attention, projection. Derrière là. Attention, je change le tour du visage. Hop là. Non mais t'es pas obligé. Il tend les mains et il ouvre la bouche, c'est incroyable. Attention. Est-ce qu'il te faut, ça va? Derrière, c'est bon. Hop là. Vas-y. On a deux, mais moi aussi, mais ça me dérange pas, tout ça, ça n'a jamais été un problème, c'est tout. Tiens, hop là, j'ai jamais su. C'est bon, tout le monde est chargé? Ça va? 1, 2, 3, ouvrez, mais n'ouvrez qu'une fois. Je vais essayer un petit, je vais faire un Latin lover, puis je vais faire un Lapin lover en fait. Écoutez, c'est un passage qui est vachement intéressant, qui est tiré d'un texte qui s'appelle Vie et doctrine des philosophies illustres de Diogène Laërce, qui était au second siècle avant Jacques Chazot. Et alors c'est une petite anecdote qui est vachement intéressante justement sur l'ami Aristote qui nous explique qu'en fait que quand on est face au plaisir et au désir, on ne se laisse pas seulement aller, on peut être maître, on peut être le maître du plaisir. Joli le passage. Un jour que Denis, alors Denis c'est un dictateur, un tyran, auprès duquel en fait Aristote vit comme un courtisan. Il habite à Syracuse. Denis, elle respire. Un jour que Denis lui avait demandé de choisir une courtisane parmi 3 qui étaient là. T'imagines, piscine, Fort de Briançon, hop, une belle laque avec 3 gonzesses et tout. Hop, vas-y, prends celle que tu veux, frère. Il les emmena les 3. Donc, jolie prouesse déjà. Mais lisez la suite avant de vous toucher. Il les emmena les 3 en disant: ce ne fut pas un avantage pour Paris d'en préférer une seule. Paris? Non, pas Paris Hilton. Paris qui a choisi trop la pomme de la discorde, à cause de laquelle trop ça a été la guerre à Bagdad. Tu vois ça? Intéressant, hein? On lui présente des gonzesses, il fait une référence intellectuelle. Il est déjà pas celui qui est saisi par la pulsion, il est déjà en train d'élaborer intellectuellement. Et la conclusion est plus grandiose encore, car il est là avec les 3 femmes. Il les emmène. À vrai dire, il les emmena, dit-on, jusqu'à son vestibule. Alors vous êtes avec 3 femmes dans un vestibule. Vous cherchez la rime riche. Et bien contre toute attente, voyez la suite du texte. Il les emmena dans le vestibule et il les laissa partir, car, et on le dit fort pour prendre et pour dédaigner. Fort pour prendre et pour dédaigner. Donc il y a bien ici une proposition qui est vachement intéressante, qui est la proposition d'Aristote, qui est finalement une proposition très courageuse, qui visait à dire on n'est pas nécessairement l'otage du désir et du plaisir, on peut le travailler, on peut en rester maître. On n'est pas seulement celui qui se laisse aller à
ses plaisirs, on peut être aussi l'artisan de son bon plaisir. Tu le piges, ça? Ouais, je crois que j'ai fait le tour de la question, hein. C'est bon, hein, c'est intéressant quand même. Hein. Oh, on pourrait toujours rajouter des trucs, mais alors rajouter quoi, je sais pas, il faudrait genre un mec un peu pointu, genre par exemple un délégué de la Ligue italo-marseillaise de métaphysique, genre un truc improbable. Le mec il déboule puis il nous dit non, j'ai un truc à rajouter sur Aristippe. Vorrei aggiungere qualcosa su Aristipeo. Nous avons un délégué de Ligue italo-marseillaise. Sì, giusto. Volevo dire che Aristipeo vuole liberare i nostri desideri. Ouais, Aristippe veut libérer le désir, ça je le dis. Hein. È il padre molto anziano di ragazzi molto giovani. Ouais. È il padre di quelli che dicevano jouissez sans entrave. Ah, c'est pas con. C'est vrai que ce type, 3 siècles avant le Christ, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire jouissez sans entrave. Vieux discours qui vous évoque peut-être quelque chose. Il padre nascosto di mai 68. Sì, è divertente. Volevamo liberare il desiderio opposandoci alla tradizione. Ouais, c'est vrai, ceux qui voulaient libérer le désir prétendent s'opposer à la tradition. E la nuova rivoluzione del desiderio ritrova la tradizione anziana del piacere. Et la nouvelle révolution du désir, en fait, elle retrouve la très ancienne tradition de libération du désir, telle qu'elle a été posée par Aristippe. Putain, moi je dis merci à la Ligue internationale italo-marseillaise. Cependant, il y a un problème, messieurs, dames, et il est temps maintenant de l'aborder. Et le problème, quel est-il? Je sais pas si vous êtes allé au théâtre un jour. Et quand tu vas au théâtre un jour, des fois, tu vas voir un mec qui s'appelle Don Juan de Molière. Je pense que c'est une autrice espagnole, Molière. Et elle écrit Don Juan. Et Don Juan, c'est un mec et tout, très vas-y, 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 tu vois? Et tu connais la fin de l'histoire de Don Juan? Oui. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire de Don Juan? Tu la vois arriver, là? La grosse figure terrible. Je suis vraiment désolé pour ton pavillon gauche. La figure terrible à la fin de Don Juan qui vient là, comme pour punir le libertin, comme pour punir celui qui estime qu'il faut libérer le désir et qui lui dit « Je vais t'emmener dans les enfers avec moi !» Tu te souviens du mec? La statue! La statue du commandeur! Tiens, droite, moi aussi, je suis désolé. La statue du commandeur. Comme si en fait l'idée selon laquelle la libération du désir, c'était peut-être pas si simple que ça. Comme si en fait prétendre que la grande affaire c'est libérer un désir qui a toujours été coincé. Hein, c'est pas la solution. Comme si en fait le désir il serait peut-être marqué à quelque chose de beaucoup plus noir et beaucoup moins solaire que ce que nous raconte Philippe. Philippe Solaire. Une tentative. Et il y a un mec justement qui a une vision assez noire comme ça du désir et qui nous dit arrêtez d'écouter ces copains. C'est le mec là qui a lancé cette fameuse chaîne d'épicerie. Shopee. C'est pas elle, hein, c'est Shopee. Arthur Schopenhauer. Et Arthur Schopenhauer, il dit non, arrêtez, ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Parce qu'en fait, il se joue des choses terribles par rapport au désir. Arrêtez, arrêtez. Lisez plutôt mon ouvrage pour 9,90 € qui s'intitule, alors c'est un drôle de titre, mais presque ça vaut la peine de s'arrêter au titre. Schopenhauer, il dit, lisez plutôt mon ouvrage qui s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation. Alors, c'est une erreur éditoriale, hein, on est d'accord, hein, tu n'achètes jamais un livre dont le titre c'est ça. Par contre, l'intestin est mon meilleur ami, ça tu achètes. Hein. Tu vois, bonjour, hein, tu vois, 50 nuances de gris et ma cravache sur ta ligne. Vas-y, c'est acheté, tu comprends? Mais le monde comme volonté, comme représentation, vous ne l'achetez pas. Et pourtant, dit Schopenhauer, vous devriez, parce que c'est vachement intéressant. Peut-être revenons sur les mots même qui fondent le titre et vous allez voir comment ça fait péter l'illusion qu'est l'illusion d'Aristote et l'illusion qu'est l'illusion de 68 ans. Le monde comme volonté, le monde comme volonté. Le monde n'est que volonté. Le monde, il est traversé par un terrible vouloir vivre, nous dit Schopenhauer en prenant son front qui est trempé de sueur. Le monde est traversé par un immense vouloir vivre. Qu'est-ce que c'est le vouloir vivre?
Genre, tu laisses ton jardin à l'abandon, tu reviens. Trop la ronce, elle a poussé, trop l'ortie, elle a poussé, trop le rhododendron, il a poussé, trop la salade, elle a poussé, trop les plants de cannabis de ton fils, ils ont poussé. Tu contrôles plus rien. Comme s'il y avait une volonté opiniâtre dans la nature, à être opiniâtre, à se reproduire, à traverser les temps sans cesse, sans cesse, sans cesse. Tu vois ça? Continuons un petit peu, allons plus loin, c'est le printemps. Tu te balades dans la nature. C'est dégoûtant la nature au printemps. Tout s'accouple partout, tout le temps. Mais méfie-toi où tu t'assois. Il y a une pulsion de vie opiniâtre là qui travaille. Tous les individus dans la nature, c'est plus fort qu'eux. Ça va? Jusque-là, t'es d'accord? Mais n'imagine pas que tu es épargné par la chose. Souviens-toi de ta dernière virée au Macumba Blue Boy. Il y avait en toi une poussée de sève opiniâtre comme dans les pousses de cannabis de ton fils. Il y avait en toi une poussée opiniâtre comme dans les petites bêtes sur lesquelles tu t'es assis lors du pique-nique du début de printemps où ça t'a bouffé l'arrière-cul et que en fait c'était des bestioles qui passaient leur temps. Toi-même tu échappes pas du tout à ça. Même toute ta vie elle est guidée par ça. Il y avait un mec qui avait beaucoup lu comme ça Schopenhauer, c'est un mec qui s'appelle Clément Rosset. Il est mort. Donc ne lisez pas trop Schopenhauer. Un jour il a 15-16 ans, il prend le train. Compartiment. 15-16 ans. Les rails, le son de la machine. On ne peut plus. Le compartiment s'ouvre. Entre une créature, je te regarde pas, pardon. Entre une créature grandiose. S'assoit devant. Comme ça. Il ne sait pas quoi dire. Il faut mener la conversation. Il vient de sortir l'œuvre de Schopenhauer. Il la connaît par cœur. Il a compris que le monde n'est que volonté. Il le dit à la jeune fille. Il dit: tu as lu un Schopenhauer? Il dit: non, j'ai lu Schopenhauer. C'est gentil ça. La robe est tellement haute que ça la jette sur les aisselles, tu sais, comme ça. Il chanterait comme ça et tout. Non, j'ai pas lu Schopenhauer, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, si par... j'arrête la voix. Si par exemple je te dis je t'aime, la fille elle rosit, tu sais. Si par exemple je dis je t'aime, et que Clément Rosset continue, et il a Schopenhauer dans la tête, en fait, il n'y a pas je, il n'y a pas T apostrophe, il n'y a pas M. On dit quoi? Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? On a encore quoi, 2-3 Covid encore avant l'arrivée des voyages. Facile. Il n'y a pas je, parce qu'en fait, lorsque j'éprouve du désir pour toi, et là j'éprouve du désir pour toi, c'est pas moi qui te désire, c'est même pas moi qui t'aime. C'est cette pulsion du vouloir vivre en exercice dans l'univers qui me pousse malgré moi. C'est le désir qui me traverse et me travaille. Alors je ne suis pas là, moi, responsable. D'ailleurs, on dit tomber amoureux. Que je sache, je ne fais jamais trop exprès de tomber amoureux. Et donc, en fait, celui qui est en amour est celui qui est saisi par une force qui lui est étrangère, qui le traverse. Alors, il maquille tout ça. Hein. Il met des fleurs bleues pleines d'abraguettes. Il dit amour. Il dit je. Il n'y a pas de je. Il y a cette pulsion qui le traverse. Alors, la fille, elle est un petit peu à la fois affolée et émoustillée, tu sais. Puis il continue, puis il dit, mais il n'y a pas le T apostrophe. C'est pas toi que j'aime. C'est pas toi, ça aurait pu être une autre. Il se trouve que là, je suis en plein travail de testostérone. Il se trouve que toi, tu es en pleine, t'es ouverte à 5. Bon, c'est tout. C'est pas toi spécialement, ça aurait pu être une autre. Et en fait, ce qui me travaille et ce qui te travaille, c'est ce que nous appelons amour pour nous cacher la laideur de ce qui nous travaille. Et ce qui nous travaille, c'est un vouloir vivre aveugle qui veut prolonger l'espèce en se servant de nous. Je sais même qu'un jour, je répandrai un peu de semences dans ta matrice, à cause de quoi tu seras gravide. Un jour tu vêleras, tu auras des enfants qui feront pousser du cannabis dans ton jardin. Un jour je me désintéresserai de toi, tu te désintéresseras de moi. Et que ferons-nous, toi et moi? Nous chercherons à nous accoupler, peut-être ailleurs, pour relancer la grosse machine de l'espèce. Que m'apportes-tu? En quoi moi d'important? Nous sommes l'un comme l'autre des fœtus au service d'une pulsion abominable, grotesque, sur laquelle nous n'avons pas du tout la barre. Est-ce qu'il y a du sens à ça?
Le monde comme volonté, dès lors que je me le représente, dès lors que j'en ai conscience, je me rends compte que c'est absolument hideux. À ce moment de l'exposé, la jeune fille change de compartiment. Et Clément Rosset se dit, là j'ai dû réussir à bien expliquer Schopenhauer, vu que je me suis ramassé un râteau total. Mais pourquoi le râteau total? C'est pas parce que Clément Rosset est méchant, c'est parce que Arthur Schopenhauer est délirant. C'est parce que l'erreur qu'a fait Clément Rosset, c'est qu'il a invité la jeune fille à avoir une représentation du monde comme volonté. Ça. Et trop! Les gens, ils te disent, vas-y, laisse-toi aller à ton désir, laisse-toi porter par le plaisir. C'est là qu'il y aura l'accomplissement, c'est là qu'il y aura la réalisation de toi, c'est là où il y aura véritablement le plaisir qui pourra te combler. Mais on n'est jamais comblé. Parce que dès lors que le désir est satisfait, que se passe-t-il après? C'est parti. C'est parti parce que le vouloir vivre toujours du travail. Et en fait, on oscille sans cesse de désir, en désir, et au milieu, et la frustration et l'ennui. Ça va? C'était une rupture pédagogique, non? C'est important que vous compreniez tout ça parce que ça peut donner des éléments pour justifier le divorce. Vous expliquez que ça n'a rien de personnel. Vous expliquez que c'est plus fort que vous, que c'est métaphysique. Et que l'ennui était insupportable, donc vous êtes passé d'une matrice à l'autre. Mais c'est pas de votre faute, c'est de la faute au monde. Ce monde qui est absurde et mal fait. Ça va? Et alors vous comprenez peut-être la réponse, ici quelle est la réponse de Chopin. La réponse de Chopin c'est quoi? C'est arrêter de baiser comme un lapin, et quand vous baisez toujours comme des lapins. Et la grande affaire, c'est quoi? C'est essayer de sortir de cette roue infernale, qui est la roue infernale du désir, car le désir, c'est l'enfer, le désir, c'est pas le paradis. Et pour en finir avec la roue infernale du désir, que faut-il? Il faudrait que cette énergie du désir, je la mobilise tout entière contre le désir. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Un tour du côté des sagesses orientales. Va te faire voir chez le Bouddha. Quand tu es chez le Bouddha, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de t'extraire de ce monde. Tu essaies de lutter contre le désir. Le seul désir que tu as, c'est de ne plus avoir de désir. Tu comprends ça? Qu'est-ce qu'il fait le bouddhiste? Qu'est-ce qu'il fait l'oriental? Qu'est-ce qu'il fait l'hindouiste? Et bien Schopenhauer, il dit, il travaille de son vivant à sa mort. Ah, c'est plus les machins Richard Gere, tofu, shiatsu et feng shui, hein? Non, dit Schopenhauer, ce monde est abject, ce monde est ridicule. Et si nous avons une chose à faire, c'est engager toute notre activité, toute notre énergie pour ne plus avoir d'énergie à vivre. C'est ça le Dalai Lama, bordel! Et vous le trouvez sympa, mais arrêtez, quoi, oh! D'ailleurs, pour vous parler de l'amour, rien de tel que de faire référence à un texte de Schopenhauer qui est magnifique. Texte dans lequel il nous dit, vous aimez vraiment l'amour, mais comprenez qu'il n'y a rien qui vous distingue, vous, lorsque vous êtes amoureux, de la mouche qui cherche à pondre ses œufs dans une bouse de vache particulièrement tiède. Elle a pour la bouse de vache la même propension amoureuse que vous pouvez avoir, vous, pour votre partenaire sexuel. Alors quand t'as compris ça, tu comprends qu'après t'as qu'une envie, c'est de raser le crâne et t'habiller en robe safran. La preuve en image, je vous invite à ouvrir encore une fois notre petit livre de philosophie foraine et vous allez voir sans déconner, vous allez faire un petit dessin. Parce qu'il y a des vous avez fait une mouche amoureuse, hein, de la bouse dans laquelle elle va répandre ses œufs, un petit peu comme vous au soir de vos noces, en fait. Et voilà ce très beau passage d'Arthur Chopin. Hein. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit la sollicitude d'un insecte pour trouver une certaine fleur, un certain fruit, un excrément, ou un morceau de chair, ou comme l'ichneumon, la larve d'un autre insecte pour déposer ses œufs, là et pas ailleurs. Et son indifférence et la peine. Les dangers, quand il s'agit d'y parvenir, sont fort analogues à la préférence exclusive de l'homme pour une certaine femme. À
Hashtag et balance ton philosophe. Et cela uniquement pour servir les buts de l'espèce, sous la loi souveraine de la nature et aux dépens même de l'individu. Donc le bonheur, c'est pas ça. Le désir, ça ne permet pas à l'individu de s'accomplir. Le désir, c'est ce par quoi l'individu est brassé par une puissance qui va le rendre. Donc arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Consacrez-vous tout entier à la méditation, par quoi de votre vivant, vous allez travailler à votre lent, patient suicide. Ça s'appelle le bouddhisme. La preuve, avec la deuxième bande son, dans laquelle nous allons pouvoir écouter la parole d'une Schopenhauerienne contemporaine, de langue française, qui va nous expliquer au fond ce qu'il en est du rapport au désir. Elle s'appelle d'ailleurs Désirless. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Grandiose, quoi! Grandiose, voyage sans jamais revenir, en allant vers ce lac indien de la dissolution, le lac oriental. Pourquoi? Parce que nous aspirons à être désirless. La démonstration est faite. Alors si tu veux, quand j'arrive là, je te cache pas que je suis un peu dans la merde quand même, tu vois. J'ai même besoin d'un peu d'une grosse rupture pédagogique d'ailleurs. Parce que je ne sais pas du tout à quel sein me vouer, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Vais-je d'un côté, vais-je de l'autre? Qui vais-je choisir? C'est difficile, tu vois. T'imagines un peu mon embarras. Et puis ils sont incompatibles, hein. Je peux pas essayer de trouver la voie de, je sais pas, une solution intermédiaire, c'est pas possible. Hein. Comment je vais faire? Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire samedi prochain? On va combat Blue Boy. Vous descendez sur le dance floor et vous chauffez à fond les lunettes. Et au contraire, vous restez dans les gradins et vous ricanez devant ceux qui chauffent les lunettes. C'est super hyper. Mais c'est métaphysique ce qui se passe en fait sur les banquettes du combat Blue Boy. Tu vois l'embarras? Tu comprends l'embarras? C'est super compliqué. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il est important ici de mobiliser le troisième auteur sur lequel que je vais te parler. C'est l'auteur qui a les 5 consonnes qui se suivent. Tout à l'heure, vous avez éternué quand j'ai commencé à parler de lui. Nicht. Joseph Nicht, il va vachement bien à lire. Pourquoi? Parce qu'il est disciple de Schopi, mais en même temps, très vite, il dépasse Schopi. Et pour autant, il rejoint par Aristippe. Et alors, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, mais arrêtez! Les Allemands, ils parlent souvent comme ça, t'as noté? Arrêtez! Halt! Halt! Arrête! Papillon! On se baise! Arrête de croire que le désir à être comme ça, abandonné, libéré, arrête de croire qu'il s'agit ici de faire le pari au fond de l'ascétisme religieux. Et d'un coup, Nietzsche, il a une étincelle grandiose. Il dit, putain, Schweinehund, Himmel, Donnerwetter. Il dit, j'ai compris pourquoi ils sont plantés tous les deux. Ils sont plantés pourquoi? Parce que tous les deux, en fait, je vais essayer, hein, je garantis rien. Tous les deux, en fait, ils essentialisent le désir. Ok. Bon, j'ai essayé. Hein. Ils essentialisent le désir. Vous voulez peut-être un exemple pour me comprendre ce que c'est, ça? Genre, prends une station essence. C'est peut-être pas le meilleur exemple. J'y vais quand même. Prends une station essence. Une station essence, par essence. Ouais, c'est vraiment pas le bon exemple. Enfin, une station essence par essence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend de l'essence. C'est essentiel pour une station essence de vendre de l'essence. Tu comprends? Mais des fois, elle vend des bonbons aussi. Tu comprends? C'est pas essentiel de vendre des bonbons pour une station essence. Ce qui est essentiel par essence, c'est justement de vendre de l'essence. Deux fois, par accident, elle peut vendre des bonbons. Tu comprends? Mais si la station essence par essence ne vend que des bonbons,
Elle n'est plus par essence une station essence. Par essence, c'est une confiserie. Même si elle vend des bidons d'essence. Note qu'une confiserie qui vend des bidons d'essence, c'est quand même plus rare qu'une station essence qui vend de la confiserie. Mais on s'approche du concept de l'essence. Prends un autre exemple, plus philosophique. Socrate! Socrate, père de la philosophie. Pour Socrate, c'est essentiel pour Socrate d'avoir une tête. Socrate, tu lui retires sa tête, si tu veux, c'est essentiel pour Socrate. Il t'en fait pas reproche, mais il... Par contre, tu lui coupes la barbe à Socrate. C'est pas essentiel. Bon. Tu coupes la tête à Socrate et tu lui laisses la barbe. Ils sont fous. Bon, tu prends Socrate, avec ou sans barbe, tu t'en fous, c'est pas important. Dans une station essence qui vend des bonbons. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'ils vendent de l'essence et pas du bonbon, et en gardant toute sa tête. Ça va? Vous me suivez ça? Tu comprends ça? Eh bien, en fait, l'erreur de nos auteurs, nous dit Nietzsche, c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu penser le désir comme étant quelque chose qui est essentiel. Ici, l'essence du désir, c'est quoi? C'est ce qui conduit absolument au bonheur. Toujours dès qu'il y a du désir, il y a du bonheur au bout. Et là, Schopenhauer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit exactement le contraire. Dès lors qu'il y a du désir, il y a du malheur au bout. Et tu sais ce qu'il dit, Nietzsche? Il dit arrête. Il était un Beauveria, il dit arrête, je te crois, j'échange. Parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas le désir qui en lui-même est mauvais ou en lui-même est bon. En fait, il y a une histoire du désir. Et il y a eu des périodes dans l'humanité où peut-être le désir était rendu à sa brutalité et à sa violence. Et il y a peut-être eu des périodes dans l'histoire de l'humanité où le désir était les désirs qui n'étaient que violence, que rapt, que phallocratisme. Et dans de telles sociétés très violentes, où le désir libéré était violent, on trouvait des répressions du désir qui étaient tout aussi violentes. Et c'est là où on a inventé la religion. La religion est un organe de répression extrêmement violent du désir, parce que historiquement, c'était un moment où ces sociétés étaient très violentes, où le désir était très violent, où par exemple on méprisait la femme, où par exemple on faisait l'éloge de la guerre, où par exemple on faisait l'éloge des propriétaires terriens et on faisait de Dieu une figure qui était la figure du vrai propriétaire terrien. Donc dans des sociétés où il y a des monopoles, des possessions, du phallocratisme, où le désir est rendu à sa brutalité, qu'est-ce qu'on invente? Un organe de répression tout aussi violent, qui s'appelle la religion. Bouddhisme, christianisme, judaïsme, islam. C'est un truc de bourrin qui s'adapte à un temps où les hommes étaient bourrins. C'était l'âge de bronze. C'est du temps où le désir était vraiment pour les gros nazes. Comme les gros nazes étaient très redoutables, et bon, on leur gueulait très fort dessus avec un truc de gros con qui s'appelait la religion. Puis ça, je dis rien, je vous explique. Mais il y a eu des fois des éclairs dans la civilisation. Les éclairs dans la civilisation, c'est quoi? C'est des moments où on se dit, tiens, on peut peut-être faire autre chose avec le désir. Le désir, il peut être de l'ordre, peut-être du raffinement. Et donc, Nietzsche nous dit, bah c'est ça, putain, arrêtez d'essentialiser le désir et comprenez en fait que le désir, c'est quoi? Ça change selon les périodes historiques. Il y a des moments quand le désir est violent, il faut des répressions violentes. Il y a des moments où le désir, il peut être libéré, mais des fois, il est libéré trop tôt par rapport à l'histoire de l'humanité. C'était un petit peu peut-être relativiste. Vous saisissez ça? Le mieux, peut-être, c'est faire référence à tout ça avec l'ultime texte dans lequel nous allons conclure avec. Vous avez trouvé ultimement et pour ce livre de Philomène. Je vous ai fait en fait des bouddhistes qui ont vraiment trouvé la voie du milieu. Pareil, tu peux le faire colorier à ton enfant. Après le passage de la date de la DAS. Après. Parce que j'ai fait moi. Tu as le temps de faire les dessins. Quand il va colorier, tu lui rappelles la consigne. Quand tu dessines les messieurs qui font une voie initiatique, tu ne baffes pas. Avec une couleur rouge. Disons ce très joli passage de Friedrich Nietzsche tiré de son ouvrage Le crépuscule des idoles. FNLCPI. C'est pas un truc de... Je l'écorce, hein. Je l'écorce, je m'ébasque. Je suis une minorité.
Alors écoutez, je lis ce passage, ça va être encore plus haut. Nous lisons. Toutes! C'est un peu tôt quand même, c'est un peu sien, c'est pas un rital, on n'est pas avec la ligne italo-marseillaise, machin, ils chantent des chansons de char, hein. C'est quand même un boche. Hein. Toutes les passions ont un temps où elles ne sont que néfastes, où elles avilissent leurs victimes avec la lourdeur de la bêtise. Et une époque tardive, beaucoup plus tardive, où elles se marient à l'esprit, où elles se spiritualisent. Autrefois, à cause de la bêtise dans la passion, on faisait la guerre à la passion elle-même, on se conjurait pour l'anéantir. Détruire les passions et les désirs seulement à cause de leur bêtise et pour prévenir les suites désagréables de leur bêtise. Mais cela nous paraît être aujourd'hui une forme aiguë de bêtise, quoi. Mais qui mettent des voix aux femmes, tu sais, parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Mais ça déconne qu'ils se mettent une ceinture autour de la bite d'abord. Ça reste entre nous, les J'aime les Basques, j'aime les Corses, mais j'aime aussi les minorités agissantes du côté de l'islam. Et continue. L'Église ne demande jamais comment spiritualise-t-on ou embellit-on ou divinise-t-on un désir. De tout temps, elle a mis le poids de la discipline sur l'extermination de la sensualité, de la fierté, du désir de s'animer, de posséder, de se venger. Mais attaquer la passion à sa racine, c'est attaquer la vie à sa racine. La pratique de l'Église, et mettez toutes les églises derrière, la pratique de l'Église aujourd'hui est nuisible à la vie. Alors voilà, messieurs, dames, il est temps de conclure, et vous l'avez vu, on peut conclure avec les mots même qui sont les mots de Nietzsche ici. Vous avez droit à la spiritualisation du désir, vous pouvez faire en sorte que le désir soit une fête, vous pouvez le travailler avec amour, et tout ça, nous le verrons, si vous le voulez bien, après la troisième partie, dans la quatrième partie, où nous vous donnons rendez-vous, mes deux régisseurs et moi-même, dans une camionnette immatriculée en de laquelle nous avons refait les amortisseurs, et nous sommes prêts peut-être à engager une expérience philosophique vidéastique, que nous ensuite nous posterons sur YouTube, sur une grande plateforme de TP, de philosophie, dans le but d'une réintégration de votre serviteur à l'éducation nationale. Je vous remercie. Pas trop, je vais y croire. N'oubliez pas, malgré tout, de remercier infiniment du fond du cœur le représentant de la Ligue italo-marseillaise, grand chanteur de Désirless devant l'éternel. Qui doit malheureusement prendre congé de qui doit malheureusement prendre congé de nous, car je crois, Roland, que tu as attendu. Au théâtre Notre-Dame. Au théâtre Notre-Dame, nous avons même tardé un petit peu, j'ai 4 minutes de retard, je te prie de m'en excuser. Il faut que tu fasses la régie pour un spectacle qui s'appelle... Sacco et Vanzetti. Les gens le connaissent, mais qui l'a écrit? C'est facile, mais vous savez, on est là pour comprendre. Alors écoutez, on va engager, si vous le voulez bien maintenant, messieurs dames, pendant quelques minutes ensemble, la fameuse deuxième partie après la thèse, dans laquelle je te cause des auteurs, non pas parce qu'ils disent la vérité, mais parce qu'ils ont une pensée qui a une puissance de cohérence assez incroyable. On va engager, si vous voulez bien, maintenant la deuxième partie, lors de laquelle je suis à votre disposition pour les questions, les remarques, les interventions. N'hésitez pas, hein. Ainsi par exemple, voilà 3 semaines maintenant que vous avez cessé de boire, cela vous pèse, vous pouvez vous donner votre prénom. Vous raconterez votre galère, pas plus de 3 minutes quand même non plus, hein. Vous vous rasseyez, on vous applaudit, on vous encourage, et quelqu'un peut passer sa galère. Ou bien sûr, si vous voulez revenir sur votre je suis à votre disposition. Cher ami. Non. Comment comprendre que Nietzsche, dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathustra, dit, en plageant au passage Gaut, l'Antiquité, devient ce que tu es. On peut poser des questions faciles.
Une autre question. Non. Effectivement, Nietzsche dit, deviens ce que tu es. Pourquoi il dit ça, Alors, c'est pas mon sujet, mais je vais essayer quand même de le raccrocher. Rapide. Si vous voulez respecter quelqu'un, ne respectez pas son identité. Ayette, qui est dans la gueule, c'est ça. Parce que respecter quelqu'un en respectant son identité, c'est croire qu'il est identique à lui-même. Or, tout le jeu de la vie, c'est quoi? C'est ne pas être identique à soi-même. C'est se confronter à l'autre, se confronter à l'altérité. L'altérité, c'est ce qui m'altère et qui me fait devenir autre. Toute l'histoire d'une vie, parce que c'est l'histoire d'une vie. Il y a des chapitres qui s'écrivent, et lorsque les chapitres s'écrivent, l'histoire avance. Mon identité change. Je suis toujours l'être du devenir. Vous saisissez ça? C'est vachement important, il faut commencer par ça. Si vous voulez mépriser quelqu'un, faites-lui croire qu'il a une identité et honorez son identité. Ainsi, vous le pétrifiez, vous le fixez, vous le maintenez dans un état dans lequel il refuse la confrontation à l'autre, il meurt à lui-même. Et lorsque Nietzsche, notamment dans un texte comme celui-ci, nous dit qu'il s'agit de spiritualiser le désir, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que dès lors que je suis habité par un désir, je ne me contente pas de ce que je suis, puisque j'aspire à quelque chose qui me manque. Dès lors que je désire, je vais voir ailleurs la part manquante dont je me sens frustré. Et par ce fait même, je deviens autre. Mais par ce fait même, je suis vivant. Donc désirer et avoir envie, c'est être en vie. Mais c'est en même temps payer le lourd prix qui consiste sans cesse à quitter sa mue et à devenir quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas d'autre aventure pour celui qui est en vie que l'aventure du désir. Désir qui, se spiritualisant, me fait toujours mieux devenir autrement. Et le drame et la pire insulte qu'on peut donc dire à quelqu'un, c'est le considérer pour ce qu'il est. Entrez ici comme vous êtes, dit-on à McDonald's. McDo, enseigne profondément anti-nietzschéenne, certainement achetée en sous-main par les épiceries Shopping. Une autre? Oui, cher monsieur. D'abord, je voudrais dire qu'on comprend mieux pourquoi Shopee fait des promos pour nous attirer. Voilà, il allume le désir en permanence, le fumier. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait, est-ce qu'on peut rattacher ce que Lacan dit du rapport sexuel, quand il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, est-ce qu'on peut rattacher cette pensée-là à la pensée Schopenhauer? En fait, vous avez décidé de m'emmerder, en fait. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait, les auteurs, là, Aristippéen, et puis on pourrait dire aussi la mythologie 68, c'est l'idée sur laquelle il y a une plénitude qui ne pourra être atteinte qu'à la condition qu'il y ait un accomplissement du désir. Ce qui est intéressant chez Schopenhauer, alors, Schopenhauer, il a tous les défauts du monde, hein, vous l'avez compris, hein, on est un peu là quand même pour se suicider à petit feu, vraiment, c'est pas cool quand même Schopenhauer. Mais néanmoins, il y a une chose qui est quand même très intéressante, c'est qu'il nous montre que le désir loupe toujours sa cible. C'est ça qui nous explique au fond Schopenhauer. Pour des motifs qui sont sans doute des motifs métaphysiques, pour des motifs qui sont aussi physiologiques parce que c'est un éjaculateur précoce. Mais il n'empêche, l'idée derrière elle est remarquable. Parce qu'au fond, il nous dit qu'on ne peut pas s'épanouir dans le désir, parce qu'en fait, le désir, il est toujours marqué au sceau du manque. Et ce qui nous construit, c'est pas tant la plénitude, que ce qui nous construit, peut-être, c'est l'absence. Et peut-être que la grande affaire d'une vie, ce n'est pas tant chercher à combler qu'à vivre avec le manque. C'est ça, au fond, la piste aussi qui est intéressante chez Schopenhauer. Hein. C'est une piste qui ne sera pas mal méditée par tout à
tradition psychanalytique, hein, monsieur, vous faites référence à Lacan, mais Freud, si j'ai bonne mémoire, dans sa préface au cercle sur les psychanalyses, je crois que ses dernières phrases, c'est pour rendre hommage au banquet de Platon, qui est aussi un texte qui pense le désir par rapport à la question du manque, et aussi pour honorer Schopenhauer. Donc, quelque part, on peut dire que la tradition psychanalytique, freudienne mais aussi lacanienne, elle s'origine d'abord sur une méditation autour du désir comme manque. Et ça, c'est sans doute Schopenhauer qui, effectivement, dans la modernité, a ouvert le chantier. C'est intéressant aussi de penser ça quand même, hein, parce qu'on est dans une société qui est une société de la performance, de la plénitude, de l'optimisation, du développement personnel en permanence. C'est peut-être pas comme ça que ça marche. Peut-être ça marche justement, on marche parce qu'on marche bancal, on marche parce qu'on est habité par des béances et des vides, et vouloir à tout prix, par peur, panique, voire par angoisse, vouloir guérir et remplir ces vides, c'est peut-être en plus accroître la maladie de la civilisation. Et la grande affaire de vivre, finalement, c'est peut-être oser supporter les absences et les dérobages. Bravo. Non mais c'est vrai, c'est intéressant, c'est important de le dire aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Un petit truc sur pédagogie par exemple. Il n'en restera plus. Par exemple, tu peux me poser la question sur l'immatriculation de la caméra. C'est pas bien, c'est pas oui, cher ami. Spiritualiser le Ouais. désir. C'est avec ça qu'on s'amuse à la fin. Ouais. C'est la piste que j'ai ouverte. Voilà, oui. C'est-à-dire ça peut éviter pas mal de répression. Mais bien sûr. Mais donc ça veut dire que ça passe par une éducation. Sans déconner. Sans déconner, mon cousin, t'as vu comment il assure là? Je lui ai filé le texte 20 minutes avant qu'on démarre. Il a pu partir, il le récite. Grandiose. Ouais. Or, je sais pas, la société actuelle, l'éducation, c'est celle justement de l'assouplissement de tout, de dominer partout pour s'emparer de tout. Donc on n'est pas fait, donc on a toujours la répression bien à quoi. Bah, en fait, on a deux directions aujourd'hui dans la société. On a d'un côté la répression violente du désir, et de l'autre côté, on a la promesse selon laquelle la libération du désir va nous conduire à une jouissance sans limite. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'en fait, on est dans une société qui n'arrive pas à trouver la voie du milieu. Hein. Souvenez-vous du petit dessin que vous allez faire dessiner par vos enfants. Hein. Et la voie du milieu, c'est la voie de l'éducation du désir, et non pas la voie de sa répression, ou la voie de sa libération inconditionnelle. Et c'est quand même incroyable, c'est qu'on a une société qui nous propose au fond deux alternatives, soit la promesse d'une jouissance sans limite par l'acte consommatoire, c'est le principe même du capitalisme, qui a besoin aujourd'hui de travailler, de labourer, d'exploiter non plus les ressources naturelles, mais les ressources de votre subjectivité, de fabriquer en vous des désirs infinis, car ainsi vous aurez toujours une envie de consommer infini, mais ça ne sera pas la plénitude, ce sera l'enfer continué, parce que la frustration après une frustration, et parce que la consommation des objets ou la consommation des fantasmes, elle est toujours de l'ordre de l'inabouti, première solution. Soit deuxième solution, des organes de répression toujours plus terribles, alors les organes de répression religieux, qui comme par hasard réapparaissent, mais les organes de répression aussi juridiques, qui nous condamnent au travail, le travail étant la sphère de la répression du désir, à l'évidence. Et donc c'est vrai que cette histoire-là, quand il nous écrit son truc, finalement, Nietzsche il est vachement intéressant, parce qu'il interroge vraiment notre société aujourd'hui. Une société qui simultanément nous oblige à renoncer au désir sous la menace de la religion ou de l'obligation du travail, ou qui nous oblige à une libération factice d'un désir qui ne pourrait s'accomplir que dans la consommation. Et la piste nietzschéenne de l'éducation du désir, ça peut être une piste qui s'agit maintenant de réfléchir. D'où cela, hein. Bac S scientifique, bac L littéraire, mais bac V volupté, hein, j'insiste. V comme vegan, non, V comme volupté. Accepter le désir tout en le contrôlant. Et quand vous parlez du désir et du contrôle, ça me fait penser en fait, je fais du yoga nu dans un groupe. Et Mais tu es bienvenu dans la camionnette. Sans déconner, enfin on l'a trouvé. Téléphone à Roland qui revienne tout de suite. Mais c'est trop
faire 52 minutes avec toi. Hein. Pendant la séance, notre maître yogi, avant d'aborder donc une position assez délicate, il dit toujours si vous avez une érection, c'est pas grave, je n'ai pas là pour le juger. C'est magique ce qui se passe pour toi. C'est un peu gênant parce qu'on alterne un petit peu entre désir mais le contrôle. Ouais. Et ça peut être une situation assez frustrante parce qu'on est là pour se ressourcer mentalement. Au final, le désir prend une ampleur assez Visible. Putain de dimanche matin. Il y a des antennes en France de temps en temps. Faudrait la monter, hein. L'antenne, enfin. C'est intéressant parce que je vais revenir sur un mot que tu utilises. Et peut-être ça te permettra, je sais pas, mais c'est une piste à oublier. Tu parles de contrôle. Et moi, je pense que la piste, c'est pas le contrôle, c'est la maîtrise. La différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est quoi? On va revenir à l'étymologie maîtrise et puis contrôle. Et je pense que ça peut éclairer le rapport au désir. Le désir contrôlé, contra rolutus. Hein, contra rotulus, pardon. Rotulus, c'est quoi? C'est les mecs, quand ils étaient au théâtre, en fait, ils apprenaient un texte par cœur, donc c'était purement mécanique, et pour être sûr qu'ils le connaissent par cœur, il y avait en fait le metteur en scène, à l'époque, hein, l'écriture du metteur en scène, en fait, il avait le rouleau avec le texte, il le déroulait, il était en face de l'acteur récitait son texte de manière mécanique, hein, et l'autre il vérifiait, donc il était contre, et devant le rotulus, contre-rôle. Donc le contrôle, c'est vérifier si le texte est appris par cœur. Le mot par cœur, il est très maladroit en français. Parce que par cœur, c'est là où il n'y a pas le cœur, en fait. Hein. Par cœur, c'est mécanique. Donc une société qui contrôle le désir, c'est un peu ça. C'est une société qui voudrait réprimer le désir de manière purement mécanique. Dès qu'il apparaît, on tape dessus. Tu vois, contrôle. Mécanique, purement mécanique. Moi, ce que j'invite ici de réfléchir avec Nietzsche, c'est pas la libération du désir, je ne crois pas par rapport à la question du manque, mais c'est pas le contrôle du désir par rapport à les organes de répression. C'est la maîtrise du désir. La maîtrise, il y a deux mots, hein, maîtrise en fait. Hein. Le maître. Le maître en français, ça peut être quoi? Ça peut être le maître qui a des esclaves. Dominus. Alors si c'est le dominus, si c'est le maître qui a des esclaves, il contrôle, il vérifie. Les autres, c'est les outils, c'est des mécaniques. Ça ne m'intéresse pas. Mais le maître, ça peut être aussi le magistère. Ça peut les maîtres. Hein. Et le magistère, c'est celui qui va, en fait, t'apprendre à être le maître de ton art. C'est le maître ouvrier qui va enseigner à l'apprenti à devenir le maître de son art et à se débrouiller ensuite tout seul. Tu vois? Donc je préfère par rapport au désir cela. C'est-à-dire vient un moment où peut-être il faut passer par le contrôle et la répression. Et la grande affaire, elle n'est pas là. La grande affaire, c'est le moment où j'arrive à la maîtrise. Donc le désir est encore jugulé, le désir est encore travaillé, le désir n'est plus jamais libéré, mais il n'est pas pour autant réprimé. Donc peut-être c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc il y a une certaine forme de régulation dans la ouais, voilà, c'est beau le mot régulation, Rex. La règle, mais Rex, c'est aussi le roi. L'art royal, c'est pas, ne peut pas se faire autrement qu'avec avec une régulation où il y a du consentement, et non pas de la répression. Régulation et consentement. Tu m'inviteras, je fais un cours. Ouais, c'est super ça. Les gens viennent du Colorado pour m'écouter. Quelqu'un d'autre fait du yoga nu? Notre témoignage, quelqu'un a voulu nous parler de ses expériences? En fait, je vais vous dire, c'est génial parce qu'à chaque fois sur la deuxième partie, il y a des trucs incroyables qui se passent. C'est vrai. C'est pour ça que vous allez venir à chaque fois. Non, je dis pas ça pour ça, mais c'est tellement bon. Allez, putain, une petite dernière pour la route avant qu'on boive des coups! Et que je vous sorte le cubilleur, notre cubi. Je vous l'ai sorti le cubilleur, votre cubi? Sans déconner, vous flippiez votre race parce que vous vous dites c'est pas possible, jamais on va s'en sortir avec une bouteille pour les 50 qu'on a. Mais regardez la production de reculant devant aucun sacrifice mettra à votre disposition cela.
C'est le cubi philosophique, hein. C'est le cubi en notre cubi. Nous boirons ensemble à la foutaise. Nous boirons ensemble. Vous partagez la bouteille et puis moi le régisseur, on aura un cubi. Bon, peut-être on va le voir tout de suite finalement. Non, je le sors maintenant, c'est cuit, non? Vous allez penser qu'à ça. Allez, on y va, messieurs, dames. Merci infiniment de votre écoute. Avant que nous engagions l'inhibition collective et que nous finissions à la camionnette, je suis venu ici avec cela. Cela, qu'est-ce que c'est? En fait, on s'est sué la pine avec Camino Verde, qui est une maison d'édition, et on s'est dit, là, je fais 6 numéros de philo foraine. Les 6 numéros, je les ai écrites. Et on a l'impression que le mec qui raconte des conneries, il déconne et tout. Putain, j'en ai chié ma pine, quoi, tu vois. C'est écrit. Et on les a ici, des petits livrets. Chacun de ces petits livrets est enveloppé, en fait. Que vous avez, même si vous n'êtes pas venu aux autres, vous pouvez avoir la leçon avec le petit livret, avec les dessins cochons que les enfants vont colorier avant de remplacer. C'est à votre disposition. Si vous ne voulez pas les 6, vous pouvez avoir que celle d'aujourd'hui. Et que tu aies les 6 ou que tu aies que celle d'aujourd'hui, en plus, en bonus, gratos, rien que pour vous, vous avez le string de ma grand-mère.